Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 159. Alors dans cette chronique, je vais essayer de disséquer un petit peu les analyses qu'on pourrait mettre à jour concernant, les antinomies de la modernité, et plus particulièrement, le capitalisme moderne tel qu'il est établi aujourd'hui selon une vision, marxienne. Alors, bien entendu, l'analyse de Marx montre de manière extraordinairement, lucide, en quoi le capitalisme moderne est caractérisé par une situation paradoxale. Il ne peut se conserver qu'au prix, d'une expansion constante. Et ça, c'est une évidence que tout économiste, aussi bien propagandiste du capitalisme que marxistes, sont obligés de reconnaître. Alors sa permanence, n'est garantie que par sa transformation, continuelle, virevoltante, et sa statistique est une dynamique, pour finalement qualifier le terme, et le profit conquis au terme, de chaque cycle d'activité économique doit être réinvesti en élargissant les dimensions de l'activité elle-même en un procès qui ne peut s'arrêter. Sous peine, bien entendu, ce qui me semble évident, de tomber dans la ruine et dans la crise. Donc, effectivement, si on prend cette analyse, qui est une analyse factuelle que reconnaissent aujourd'hui nombre d'économistes de tous bords, cela veut dire que finalement, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à nous enfoncer. Alors la bourgeoisie ne peut, ou l'oligarchie, selon la réactualisation, du terme, ne peut exister, écrivait Marx dans le Manifeste, sans révolutionner sans cesse les instruments de production, donc les rapports de production, en définitive, tout l'ensemble des rapports sociaux. Et cela, bien entendu, aucun économiste ne le conteste. Alors pour se conserver, le capitalisme doit être en expansion, tant sur un plan extensif, c'est-à-dire par la conquête incessante de nouvelles zones mondiales, comme Marx l'avait prévu, et comme nous pouvons aujourd'hui, le vérifier de nos propres yeux. Et finalement, cela doit être placé sur une dynamique au service d'un plan intensif. Alors, effectivement, cette dynamique ne peut, se soutenir qu'en transformant, en exploitant, de façon toujours plus étendue et envahissante, l'environnement de la planète, en créant sans cesse, en même temps, de nouveaux besoins, afin que de nouveaux types de marchandises puissent trouver un débouché au sein du public des consommateurs. La question qui se pose, c'est la question, principale question, dès lors, c'est une question qui, à mon sens, mérite d'être posée, une question qui est très simple. Jusqu'où peut s'étendre cette dynamique illimitée de la mauvaise infinité, comme l'aurait dit ou prétendu, par exemple, Hegel, sans rencontrer de limites physiques, naturelles, anthropologiques, psychologiques. Alors, bien entendu, cela ne signifie pas, me semble-t-il, que l'on doive s'attendre à un effondrement du capitalisme par saturation, par exemple de l'environnement ou des capacités de consommation des individus. Mais au contraire, je dirais qu'il deviendra indispensable de raisonner sur de nouveaux équilibres sociaux, comme ce fut déjà le cas avec les grandes transformations du XXe siècle qui ont engendré l'État social et un secteur public,
important, voire ce qu'on pourrait qualifier d'imposant. Où l'entreprise capitaliste n'est qu'une partie d'un ensemble, bien plus articulé, différencié, où les logiques de la valeur d'usage et de la coopération s'affirment comme un contrepoids et une limite à celle de la valeur d'échange et de la compétition. En outre, je voudrais signaler que, bien entendu, je n'oublie pas une des conséquences qui est la question de l'aliénation, c'est-à-dire, je dirais, d'une logique impersonnelle, ce qu'on pourrait qualifier comme celle de l'accumulation, je dirais, limitée, qui exerce sa domination sur la société sans être contrôlée par elle, et se lie à celle de la domination, bien entendu, et l'autre grande dimension antinomique de la modernité que la pensée de Marx nous aide, je dirais, précisément à introduire. À la base de la constitution moderne de la société, il y a pour Marx le principe en vertu duquel tous les individus sont libres et égaux en droit. Alors, me direz-vous, ce principe, proclamé d'emblée dans les constitutions révolutionnaires américaines et françaises, où j'avais bien expliqué la différence fondamentale entre la révolution américaine et la révolution française, bon, je vous envoie à mes chroniques précédentes, parce que ce serait long, je vais sortir finalement au fond du sujet qui aujourd'hui, enfin, du moins, nous regarde. Alors, pour en revenir finalement au fond à ces constitutions de révolution américaine, comme je le disais, et française, caractérisées structurellement, je dirais, la société moderne et l'oppose aux sociétés traditionnelles, ou sont encore en vigueur, je dirais, qu'on pourrait qualifier des formes de domination personnelle. Alors la liberté et l'égalité se structurent, je dirais, dans la modernité selon deux axes fondamentaux, comme égalité juridique, des libres sujets du contrat dans la société civile, et comme égalité des droits politiques des citoyens qui jouissent, ma foi, d'une liberté égale dans l'État démocratique représentatif. Tous sont juridiquement égaux en tant que propriétaires privés et individuels dans la société civile, en tant que citoyens dans l'État, et en développant, je dirais, cette thématique, on peut proposer plusieurs, je dirais, de ces dessins. Nous avons le concept de la métastructure contractuelle de la modernité. Les individus modernes sont je dirais, des libres sujets du contrat privé, ce qu'on appelle inter-individuel, du contrat politique avec, je dirais, de tous, et, je dirais, avec tous. Cela implique, bien entendu, qu'il n'y a pas d'obligation qui ne naissent de leur libre volonté, et qui ne tirent pas d'elles, soyons logiques, sa légitimité. Alors qu'il s'agisse bien entendu de l'obligation contractuelle entre individus, obligation politique de chacun envers tous ou envers les autres, ce qu'on pourrait qualifier le contrat social, ce qui n'est pas un hasard, est le paradigme dominant de la modernité politique. Toutefois, je voudrais préciser que le problème que pose Marx est que dans la société moderne capitaliste, l'égalité juridique des individus en tant que propriétaires privés et citoyens se renverse en une nouvelle forme de domination de classe, encore une fois. La particularité, je dirais, de la forme moderne de domination tient au fait qu'elle ressemble aux modalités de domination traditionnelle, tout en se distinguant, ou voire même s'en distinguant, puisque personne n'est contraint à travailler pour les autres, comme si c'était le cas de l'esclave ou du serf. Mais accepter de travailler pour le capitalisme sur la base d'un contrat de travail librement souscrit. Néanmoins, la forme capitaliste de la domination ressemble, je dirais, à ces formes les plus archaïques dans la mesure, bien entendu, où dans la société moderne, comme dans celles qui l'ont précédée, la majorité de la population qui ne dispose pas de la fameuse possibilité, je dirais, d'accéder directement aux moyens de reproduire sa propre vie, ne peut éviter de vendre son travail à la minorité qui possède les instruments de production. Bien entendu, là, Marx a su mettre l'accent entre la collectivisation des moyens de production et la privatisation des moyens de production. Donc, finalement, au fond, on peut donc dire qu'elle est contrainte de vendre sa force de travail, bien que cela prenne les formes d'un libre contrat, d'une façon en surface.
La situation est caractérisée par une asymétrie fondamentale dès lors que si le travailleur ne peut vivre sans le capitaliste, lui, peut vivre sans le travailleur, même s'il ne peut mettre en valeur son capital. Alors dans la mesure où on suppose, ce qui est une donnée de fait assez évident en général, que le capitaliste n'est pas un travailleur qui a épargné, parce qu'en ce cas, il aurait une égalité au point de, je dirais, au point de départ, ce qui pourrait légitimité ou donner une sorte de légitimité à la différence de moyens. Le rapport entre capitaliste et travailleur peut être caractérisé, je dirais, comme un rapport d'exploitation. Même si l'on fait totalement abstraction de la valeur travail et de ses apories, comme cela a été démontré par exemple dans le cadre que l'on nomme effectivement le marxisme analytique, on pourrait en effet représenter également le rapport de la façon suivante. En tant qu'il est privé, je dirais, de moyens, le travailleur peut produire ce qui lui est nécessaire pour vivre. Si le capitaliste ne lui, je dirais, lui loue pas les moyens de production, mais en échange, le capitaliste exigera une part du produit, le travailleur sera donc contraint à travailler pour le capitaliste et par conséquent, il sera finalement, au fond, c'est une évidence, exploité. Dans la société capitaliste, le travailleur est donc soumis à une condition que l'on pourrait définir comme une condition d'exploitation et de domination. D'exploitation parce qu'il est contraint à travailler pour le capitaliste, au nom d'un travail éventuel sur un capitalisme anonyme, mais finalement au fond le capitalisme appartient bien à quelqu'un, donc de travailler pour le capitaliste, je préfère cette dénomination, et de domination parce que d'autres ont le pouvoir de contrôler ou de conditionner des aspects importants de sa vie. Toutefois, il est à préciser que dans la vision de Marx, la domination de la classe capitaliste sur celle des travailleurs ne s'exerce pas seulement au sein du système économique. Il est également culturel. Je dirais qu'en effet, la classe qui dispose de la domination dans la sphère de production joue le rôle de la classe dominante au sein de la société entière. Elle talonne, elle donne, elle donne le là, même en matière de praxis et de doxa. Et dans la mesure, bien entendu, et elle aurait tort de se gêner, où elle exerce également sa suprématie dans les autres sphères, où s'articule le pouvoir social, culturel et organisationnel, en particulier dans les sphères juridiques, politiques, idéologiques. La question qu'une pensée attentive, à l'héritage de Marx doit se poser, qui est donc la suivante. Comment la thèse selon laquelle la classe économique dominante est aussi la classe politique dominante se justifie-t-elle ? Surtout, comment l'égalité politique des citoyens, base, l'élément fondamental de la démocratie politique représentative, peut-elle se renverser en une domination de la classe propriétaire sur le plan politique lui-même ? On peut le constater aujourd'hui, de nos jours, dans notre pays. Alors, par certains aspects, la pensée de Marx semble, sur ces thèmes, relativement univoque. Excusez-moi de ce terme. Mais en premier lieu, on peut dire qu'il n'y a aucun doute sur ce qui est, pour lui, le point fondamental, à savoir que la classe économiquement dominante est aussi, en général, politiquement et idéologiquement dominante. Et c'est sur cela qu'il faudra aussi statuer. Puisque ce n'est pas seulement un outil d'échange, ou appartenant à un marché libre, où chacun fait ce qu'il veut. Non. Ce sont ceux qui tiennent le pouvoir qui, finalement, au fond, annoncent le ton. Et sur ce point, la ligne générale de Marx est très claire. Le pouvoir politique de l'État moderne, qu'on pourrait extirper dans son ouvrage Le Manifeste, n'est qu'un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière, aujourd'hui oligarchique. Alors, en ce qui concerne le domaine idéologique, Marx est tout à fait précis, voire même très net sur cette idée. Les idées de la classe dominante sont à chaque époque les idées dominantes. La classe qui dispose des moyens de production matériels dispose par là même, bien entendu, des moyens de production intellectuelle. Ils ont les moyens de financer la recherche, de décider quelle recherche pourrait leur plaire afin de justifier finalement leur incurie ou leur pouvoir.
c'est eux qui font les choix en rachetant effectivement des entreprises privées, des entreprises publiques, pardon. C'est eux également qui donnent l'orientation en matière de l'université, quand il est question effectivement de financer des secteurs de recherche entiers. On l'a bien vu avec la seconde Anschluss de la RDA, comment la RFA a pratiqué, pour chasser effectivement toute contestation qui pourrait avoir des normes ou de reliquats du communisme ou du socialisme. Et effectivement, aujourd'hui, on peut finalement, au fond, préciser que la classe qui dispose des moyens de production matérielle dispose des moyens, je dirais, de la production intellectuelle, sorte qu'au bout du compte, les idées de ceux je dirais, auxquels manquent les moyens de la production intellectuelle lui sont assujettis. En revanche, les conceptions de Marx ne sont pas, je dirais, comme je l'ai précisé tout à l'heure, aussi univoques, parce que s'agissant, par exemple, du rapport entre domination de classe, démocratie politique et suffrage universel, en effet, je dirais, si la thèse générale demeure, l'affirmation que la République démocratique est la forme normale de la domination bourgeoise, elle est abandonnée lorsque Marx analyse, je dirais, la condition des pays capitalistes les plus avancés, tels que l'Angleterre, la Hollande, du moment. Il suffira, je dirais, de se rappeler à ce propos du célèbre, je dirais, article paru le 25 août 1852 dans le New York, je dirais, Daily Tribune, dans lequel Marx soutient, je dirais, dans le cas comme le cas par exemple anglais, où le prolétariat constitue la grande majorité de la population, le suffrage universel est l'équivalent du pouvoir politique de la classe ouvrière. Et qu'il est donc aussi la condition préalable qui lui permettrait de poursuivre ses objectifs révolutionnaires avec des moyens pacifiques, passant par les urnes. À la différence de ce qui vaut, je dirais, pour l'Europe continentale, où la présence avérée de résidus autoritaires féodaux rend totalement improbable la transformation par la voie démocratique. Intéressant, quand on voit un petit peu l'orientation, je dirais, contre-productive dans laquelle s'orientent les Gilets jaunes. Je pense qu'ils auraient besoin d'avoir des théoriciens marxiens ou marxistes pour pouvoir reprendre un peu ces analyses afin peut-être d'organiser et d'orienter peut-être le domaine de la lutte dans un domaine plus constructif. Mais bon, c'est là où je vois que finalement, il y a véritablement un problème. Alors revenons effectivement au-delà des lignes générales de la théorie de Marx, ainsi que de nombreuses complications et exceptions qu'elle rencontre. L'aspect, il faut le reconnaître, le plus important à mon avis, ce ne sont ni les solutions que Marx propose, ni les oscillations qu'elle suscite, mais le problème fondamental que sa réflexion nous pose aujourd'hui encore, à savoir la coexistence paradoxale de la démocratie politique moderne, qui rend tous les citoyens également souverains sur le plan politico-constitutionnel, et des formes modernes de domination, qui se servent du principe démocratique, dont tire une certaine forme de légitimation fondamentale. Et ce thème a été au centre, je dirais, d'une bonne part de ce que la réflexion marxiste, ou proche du marxisme du XXe siècle, comporte de meilleur. Et c'est sur cela qu'il faudrait, je pense, essayer de travailler. Comprendre bien entendu les dimensions modernes de la domination et le consensus qu'elle recueille de la part des dominés, y compris dans le contexte de la démocratie politique moderne, et qui a été, à mon sens, l'objectif du concept gramscien d'hégémonie de Antonio Gramsci, et de la réflexion je dirais, d'Althusser sur les appareils idéologiques de l'État. Des recherches de l'école de Francfort, même si je mets un bémol sur leur déviation, en fin de parcours, et sur la construction du consensus et la manipulation des masses dans les sociétés de la consommation. Également les recherches de Guy Debord sur la société du spectacle, voire même des débats sur la théorie de l'État et de la démocratie qui ont mobilisé à partir de positions différentes et en même temps polémiques les unes à l'égard des autres. N'oublions pas, je voudrais combler cette injustice aussi, la responsabilité des spécialistes marxistes de sciences politiques, comme par exemple Ralph Miliband ou même Nikos Poulantzas. Alors peut-être faut-il voir dans ce travail de construction une théorie sociale et politique critique, et qu'il faudrait parvenir à des résultats importants, et qui pour cette raison doit être suivi, enrichi scientifiquement.
Et l'un des aspects les plus intéressants et les plus vivants de l'héritage de Marx, dont je me fais fort, effectivement, de revendiquer, sans Marx et toutes les recherches auxquelles sa pensée a donné une impulsion, il sera difficile de penser cette dialectique de l'égalité, de la domination, qui demeure, je dirais, selon moi, aujourd'hui encore une clé de lecture essentielle pour qui recherche à comprendre, je dirais, les antinomies de la modernité et en déchiffrer les conflits. C'est une des raisons pourquoi Marx n'a jamais été autant étudié dans les écoles, même les écoles qui se revendiquent, je dirais, du capitalisme. Donc voilà, c'était une petite réflexion sur le concept, effectivement, d'antinomie de la société démocratique moderne, et plus particulièrement de la place du capitalisme dans la modernité, où finalement, en réactualisant la pensée de Marx, cela peut nous donner certaines esquisses, certaines pistes à la réflexion. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine chronique.